Allô ? Allô, Gilles Frémont ? Oui, bonjour. Éric Nicolier, bonjour. Oui, ça va ? Oui, très bien. Et vous, je vous dérange pas malgré qu'on ait... Non, j'avais noté bon, qu'on s'appelait à cette heure-là. Ok, parfait. Bonjour, je suis Éric Nicolier, bienvenue dans Passion Immo. Dans plusieurs épisodes de notre podcast, nous avons mis l'accent sur la transaction immobilière à travers des interviews d'agents immobiliers. Alors je pense par exemple à notre première rencontre avec Cécile Ebrard dans le premier épisode, ou dans le 10e épisode avec Justine Dergel. Et Justine venait, quelques mois plus tôt, de créer une agence immobilière dans la Nièvre. Nous sommes allés plus tard à la rencontre d'agents commerciaux, comme Marie Etchery dans le 3e épisode. Marie venait de démarrer son activité d'agent commercial en pleine pandémie. Dans le dernier épisode, nous sommes allés voir Kevin Bréchat et avec lui nous avons parlé surtout investissement. Alors, je n'avais encore jamais abordé la question du syndic de copropriété et je crois qu'il était temps de le faire. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un échange avec Gilles Frémont. Gilles, on va démarrer par quelque chose de très traditionnel, c'est tout simplement de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, en quelques mots. Tout à fait. Donc, moi, je suis gestionnaire de copropriété. C'est mon métier depuis 18 ans maintenant au cabinet Coraz, un cabinet indépendant à Paris, 9e. J'ai jamais changé de cabinet. Ça fait 18 ans que je suis dans le même cabinet. Je suis un exemple de fidélité et de stabilité. Donc ça, c'est mon métier. Je suis juriste, j'ai fait des études de droit à la fac d'Assas. Je suis également au sein du cabinet directeur copropriété. Donc j'assure cette fonction de management. J'ai une équipe de 15 personnes, donc d'autres gestionnaires. Et je suis par ailleurs président de la NGC, l'Association nationale de gestionnaires de copropriété, que j'ai créée fin 2016 et qui a pour vocation de promouvoir le métier de gestionnaire de copropriété, donc le métier de syndic. C'est ce que j'ai vu, effectivement. C'est indiscret de vous demander votre âge parce que vous me dites que ça fait 18 ans que vous exercez le métier. Quand on vous voit en photo, vous avez l'air tout jeune, si je peux me permettre. Merci, c'est gentil. La copropriété, ça rentretient. C'est ça, d'accord. J'ai 42 ans. Ouais. Non, on est la copropriété, vraiment, ça entretient. Faut avoir le cœur bien accroché. On court partout, dans les immeubles, à droite, à gauche. On monte sur les échafaudages, sur les toits. On réceptionne des chantiers. On ne s'ennuie pas. Donc, il vaut mieux avoir une vie saine, comme les sportifs de haut niveau. D'accord. Bon, alors justement, moi, ma première question, elle va être, c'est un constat. Ça fait une vingtaine d'années, oui, quasiment 25 ans maintenant que j'enseigne dans le cadre de professions immobilières, que ce soit en BTS, en licence, en master, etc. Et moi, il y a vraiment une constante, c'est mes étudiants, la copropriété, ça les emballe jamais trop. Je le vois bien dans la proportion. Dans une classe, par exemple, de 25 élèves, quand j'ai 1, 2, 3 étudiants qui s'orientent sur de la copropriété, c'est le grand maximum. En général, ils en ont une image extrêmement négative. Alors, est-ce que vous percevez cette image ou pas ? Ils ont la même image que le reste des Français. Ouais. L'image du syndic, elle est pas bonne, c'est clair. Le métier est décrié, mal aimé, un peu comme les garagistes ou les politiciens. Bon, voilà, ça c'est historique. Quand on va faire les présentations dans les BTS, dans les masters, que ce soit dans les écoles privées ou les universités, on fait des présentations aux jeunes du métier de gestionnaire de copropriété, du métier de syndic. On fait le même constat que vous. Très peu de jeunes s'orientent vers le métier. Une fois qu'on leur a présenté le métier, donc c'est un PowerPoint, une présentation un peu interactive, très dynamique. On leur présente le métier, toute la polyvalence du métier, les travaux, le juridique, la relation commerciale, la relation client, et puis surtout tout l'aspect, toute la dimension humaine du métier.
À la fin, on a sur une classe de 20 élèves 6, 7, 8 mains qui se lèvent pour dire bah ouais, je voyais pas du tout le métier comme ça, c'est vrai qu'il est intéressant, en plus il y a des perspectives de carrière, il y a du boulot, il y a zéro chômage. Bah ouais, pourquoi pas, on va peut-être le faire. Alors, pourquoi au départ ils ont cette réticence? Parce que bon, comme je vous le dis, ils ont un peu la même image, les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes que tous les autres Français sur le métier de syndic, plutôt sur la fonction de syndic, plus que sur le métier. L'image qu'ils renvoient, son statut. Ils le perçoivent comme un métier. Alors ils nous le disent, hein, on leur pose la question, on leur dit bah pourquoi vous levez pas la main? Ils nous disent bah c'est un métier trop administratif. C'est un métier où les journées sont trop longues, les assemblées générales le soir, c'est pas possible pour nous. S'occuper des poubelles, gérer les engueulades entre copropriétaires, bon voilà, un peu tous les ouais, un peu tous les clichés qui reviennent, mais les clichés, ça renferme une part de vérité, hein. Sauf qu'ils sont toujours très exagérés, et surtout, c'est pas que ça. Alors, on leur explique qu'effectivement, il y a ça, mais c'est pas que ça. Ça, c'est assez marginal, finalement, ces images-là, ces idées reçues-là, par rapport au reste. Alors, un métier administratif, oui et non. C'est sûr que le législateur nous impose de plus en plus de tâches administratives inutiles et gratuite, mais bon, ça, je pense que c'est la bureaucratie mais pas moins à la française. Enfin, je sais pas si vous serez d'accord, pas moins que dans d'autres métiers de l'immobilier. Oui, exactement, pas moins, ouais. Pas moins. Bon, ça, on casse ce cliché en leur disant que le syndic, c'est aussi être sur le terrain, suivre des chantiers, dialoguer avec les architectes, les entreprises, comme je vous le disais, monter sur les échafaudages, monter sur les toits, faire des visites d'immeubles, faire des expertises sinistres, faire des recherches de fuite. Parfois, on y va aussi sur place pour accompagner le plombier, l'étancheur, le couvreur. Donc, c'est vraiment un métier où on est dehors, quoi. Voilà, jean, chaussures. Donc, c'est pas du tout un métier administratif de ce point de vue-là. Après, les âges et le soir, on leur dit que certes, c'est le cas, mais bon, c'est une tradition, c'est historique, hein, les âges et le soir. Nous, on se bat un peu pour changer cette vieille tradition, parce que c'est plus tenable, c'est plus possible, et clairement c'est rédhibitoire. Aujourd'hui, les gens, et pas que les jeunes, hein, cherchent un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. C'est fini le syndic à papa qui était à son compte dans son petit cabinet, qui faisait ses AG lui-même tard le soir. Il peut plus demander ça à ses collaborateurs, c'est pas possible. Donc on leur dit non, aujourd'hui les choses peuvent changer. Moi-même, je suis gestionnaire. La moitié de mes assemblées générales, j'ai réussi à les caler le matin à 9h. Bon, au début, les copropriétaires râlent un peu. Il y en a toujours un qui râle un peu. Mais bon, on leur explique. On est dans la pédagogie. Hein. C'est une des grandes qualités du syndic, c'est qu'il est très pédagogue. On leur explique. Et au final, eux aussi, ça leur convient mieux parce que eux aussi, au final, ils ont plus envie de venir le soir, la G qui traîne, qui dure des heures, où personne n'est lucide, où on parle de travaux à 1 million, 2 millions d'euros à 23h, minuit, c'est juste ridicule. On fait ça le matin, c'est très bien, tout le monde est beaucoup plus frais et dispo, et ça ressemble plus à une réunion de travail efficace. On offre le café et les croissants, qu'à la grand-messe annuelle où chacun vient pour régler ses comptes. Bon, voilà. Après, les petites tâches un peu ingrates, les poubelles, les engueulades, oui, ça fait partie du boulot. Mais bon, on travaille en trinôme, hein. Le gestionnaire travaille aussi avec un assistant. On peut déléguer un certain nombre de tâches. Les menus missions, je dis pas que les assistants sont là pour faire les tâches ingrates, mais bon, là quand même pour se partager le travail. Le gestionnaire, il est là aussi pour apporter une certaine plus-value. Il est payé pour ça, il a fait des études pour ça aussi. Et c'est clairement, il peut pas s'occuper de la distribution des badges vigiques, des clés, des bips de parking. Le problème, c'est que les gardiens et les gardiennes disparaissent au fur et à mesure. Les copropriétaires font des économies sur le salaire du gardien, mais les tâches qui étaient dévolues aux gardiens, les étiquettes de boîtes aux lettres, les clés,
les balles jugiques, toutes ces petites histoires, même un peu de conflit de voisinage, le gardien avait un rôle de médiateur. On est d'accord. D'un point de vue sociétal dans l'immeuble. Bon, toutes ces micro-missions-là ont été transférées vers le syndic. Sauf que le syndic, n'en a pas forcément les moyens parce que déjà il n'est pas sur place. Et puis 2, il a pas récupéré la paye du gardien. Il a toujours les mêmes honoraires. Bon, donc tout ça crée des tensions, mais bon, au final, on arrive à organiser les choses. C'est vrai que les conseils syndicaux qui sont sur place ont récupéré aussi pas mal de missions. On s'appuie pas mal sur le conseil syndical, qui s'appuie aussi beaucoup sur le syndic. Il y a vraiment un partenariat conseil syndical-syndic, et quand ce couple-là fonctionne bien, l'immeuble tourne bien. Bon voilà, on explique tout ça aux jeunes. Ouais. Mais vous savez... Les jeunes s'aperçoivent que oui, c'est un vrai métier, intéressant, dur certes, mais quel métier n'a pas son lot de servitude, et au final, on casse un peu les clichés, et les jeunes reviennent. Après, je pense que les écoles ont aussi une petite part de responsabilité. Oui, mais vous savez, je me suis rendu compte d'une chose quand même, c'est que les jeunes qui, dès le départ, embrassent l'activité de syndic, ils s'y plaisent. Et ils aiment, et ils quittent rarement après, ce qui est pas nécessaire. Parce que c'est un métier qui a du sens. C'est un métier qui a un métier plein, un métier riche, un métier polyvalent. C'est pas un métier qui est creux. Et c'est un métier qui a du sens. Alors oui, il est difficile, mais c'est justement ça qui fait son intérêt. C'est qu'il est difficile, donc ça oblige la personne, le débutant, à se faire un peu mal, à réfléchir, à faire fonctionner ses ménages. Et c'est en ça que c'est un métier qui plaît, c'est un métier qui est plein et entier. Et donc, comme je disais que les écoles avaient une part de responsabilité dans cette désaffection du métier chez les jeunes, je constate que la discipline copropriété n'est pas forcément mise en avant, n'est pas valorisée comme elle le devrait dans les écoles, dans les programmes. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Est-ce que les formateurs spécialisés en copropriété répondent présents? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que les écoles veulent vraiment, surtout quand on est dans les écoles privées, est-ce qu'on veut vraiment attirer les jeunes avec un métier qui au départ n'est pas forcément attirant, mais bon, c'est le chat qui se mord la queue. Donc voilà, tout le monde a une petite part de responsabilité, les professionnels aussi en premier lieu, et qui font peut-être pas suffisamment de travail de communication de leur métier pour changer la donne. Voilà, c'est pour ça que la NGC a été créée, pour promouvoir le métier et changer la donne, justement. Alors, moi, je vais continuer dans les poncifs, mais on est un petit peu là pour ça. Le grand public dit souvent, oui, mais il facture des honoraires très chers, le syndic, ça coûte super cher, finalement, ils s'en mettent plein les poches, puis on les voit jamais. Enfin, bon, je ne souscris pas, je ne fais que répéter ce que j'entends, malheureusement, assez souvent. Vous répondez quoi à ça? Et après tout, est-ce que ces honoraires sont si élevés que ça? Et manière de poser la question autrement, est-ce que les marges sont si énormes? Non, elles sont pas énormes du tout. D'ailleurs, les syndics sont sous-payés, et c'est parce qu'ils sont sous-payés que les gestionnaires se retrouvent à devoir gérer 50-60 immeubles et qui finissent par des burn-out. Bon, et c'est parce qu'ils gèrent autant d'immeubles qu'ils ne peuvent malheureusement pas se rendre disponibles auprès de leurs copropriétaires pour répondre à l'ensemble de leurs questions. Donc, si les copropriétaires veulent un service de qualité, il faut qu'ils mettent le prix. Mais ça marche. C'est une règle économique de bon sens et qui marche dans n'importe quel secteur d'activité. Quand on veut de la qualité, on la paye. Voilà. Si les copropriétaires veulent qu'on réponde à leurs mails ou à leurs demandes dans l'heure ou dans la journée, il faut pas que les gestionnaires reçoivent 150 mails par jour. Je pense que n'importe qui peut le comprendre. Donc aujourd'hui, les honoraires du syndic sont sous-évalués. On devrait aujourd'hui la moyenne
on est à 220 € suivant les statistiques, hein, on est à 220 € TTC, la TVA est à 20%. En France, à Paris, ça tourne autour de 250. C'est-à-dire, pour être publié 250 € du lot par an. D'accord, ok, du lot, ce qui est très faible. Oui, c'est très faible, sachant que pour gérer un immeuble, un portefeuille, généralement c'est un trinôme qui est dessus, c'est-à-dire un gestionnaire, son assistant, son comptable, ça veut dire 3 personnes. Si vous rajoutez un bout de la standardiste, un bout du patron, un bout de... en gros, ça fait 5 personnes, voilà. Sur un immeuble, c'est juste pas possible, c'est pas tenable, c'est pas rentable. Donc pour que le cabinet, l'entreprise soit à l'équilibre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue sur le volume et qui en paye le prix? C'est le collaborateur qui gère 50-60 immeubles. D'ailleurs, il y a beaucoup de copropriétaires lorsqu'ils appellent un syndic pour en changer, et souvent quand ils m'appellent, moi, par exemple, ils cherchent un syndic, ils m'appellent, ils se renseignent sur notre cabinet. Une des questions qu'ils me posent, c'est combien gèrent d'immeubles vos gestionnaires? Parce qu'ils savent que s'il est surchargé, s'il a trop d'immeubles, il va pas pouvoir être disponible et répondre présent à leurs questions, à leurs demandes de rendez-vous, à leurs mails, etc. Donc il y a quand même des copropriétaires qui comprennent que si on veut de la réactivité et de la disponibilité, il faut payer le prix. Souvent, ils s'en rendent compte après plusieurs mauvaises expériences. C'est ça. Voilà. Ouais. Et à un moment donné, ils se disent bon, on va peut-être réfléchir parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on est déçus. Là, on entend parler de bouche à oreille d'un syndic qui est très réactif, qui est bon. Voilà, c'est nos amis qui nous ont dit ça. Dîner samedi soir. On va appeler ce syndic. Ce syndic leur dit pas de problème. Par contre, voilà mon tarif. Bon, les copropriétaires font leur choix ensuite. Hein. Ils disent cette fois, on va peut-être mettre le prix. Alors, pour donner quelques chiffres sur la copropriété, nous avons aujourd'hui 10 millions de logements organisés en copropriété, ce qui représente environ le tiers du parc immobilier français. Seulement 15% de ces copropriétés sont gérées par des syndics bénévoles, et il s'agit en plus exclusivement de toutes petites copropriétés. Alors, en général, un copropriétaire consacre environ entre 10 et 15% de ses revenus pour les charges de copropriété, ce qui est un poids non négligeable dans un budget mensuel, surtout que 2 tiers de ces dépenses sont des dépenses liées au chauffage, au personnel et à l'entretien. Et pour le chauffage, aujourd'hui, on sait que non seulement le coût est très important et qu'il s'agit de dépenses difficiles à réduire. En France, on a 12 000 professionnels qui sont tous titulaires de la carte G, c'est-à-dire la carte de gestion immobilière obligatoire pour assurer cette activité de syndic. Alors, on a une présence très forte de la copropriété dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous, celle des syndics aussi pour assurer cette gestion, mais on a quand même l'impression que les copropriétaires sont assez perdus. Est-ce qu'ils ne confondent pas beaucoup de choses, comme par exemple le montant de leur charge avec les honoraires du syndic? Et je voulais demander à Gilles Frémont s'il ne pensait pas que les copropriétaires n'avaient pas toujours la juste perception des chiffres et de la situation. Les honoraires du syndic sont prélevés sur les charges qu'il paye. Ouais. Donc lui, il paye des charges sur la base d'un budget. Et dans ce budget, au milieu du budget, il y a les honoraires du syndic qui généralement représentent autour de 12% du budget annuel de l'immeuble. Donc, quand il paye ses charges, il les paye au syndic en plus. Il les envoie au syndic, même si l'ordre du chèque ou du virement, c'est l'ordre du syndicat des copropriétaires, surtout depuis les comptes séparés. Mais il a, clairement, il a un prix. C'est vrai, c'est juste, tout à fait juste ce que vous dites. Il confond un peu tout ça. Bon, souvent un peu de mauvaise foi aussi. Il fait pas trop d'efforts pour s'intéresser. Quand on est propriétaire, quand on est copropriétaire, on doit quand même un minimum se renseigner sur le fonctionnement d'un budget, le fonctionnement de la copropriété. Qu'est-ce qu'un syndic? Quelle est sa mission? Quel est son rôle? Quelle est la mission du conseil syndical? Quel est son rôle? Quelles sont leurs limites? La distinction entre les parties privatives, les parties communes, les intérêts collectifs, les intérêts individuels. Le copropriétaire qui a
des droits et des devoirs, comme un citoyen, doit s'intéresser un minimum au fonctionnement d'une copropriété pour éviter ce genre de confusion un peu grotesque, quoi. Alors, on parle parfois de syndics bénévoles. C'est quoi la proportion de ces syndics bénévoles, dont je rappelle que ce sont 10%. 10%. D'accord. Ouais, c'est 10% et entre 10 et 15, mais ces syndics bénévoles gèrent pour l'essentiel des micro-copropriétés, c'est-à-dire moins de 5 lots. Donc en nombre de lots, en nombre d'immeubles, voilà, en nombre d'immeubles, ça tourne autour de 10-15%, mais en nombre de lots, c'est rien, ça représente rien. Ouais. Oui, donc il y a pas. Alors, est-ce qu'il y a une montée en puissance de ce phénomène ou au contraire une désaffection? On le mesure, ça? Syndic bénévole, ça a toujours existé. Oui, ça existait même avant les syndics professionnels. Oui. C'est-à-dire les copropriétaires se gèrent eux-mêmes dans le temps. Donc c'est pas un sujet, ça a toujours existé. L'autogestion, syndic bénévole. On constate pas de croissance de ce modèle. On constate par contre des tentatives, des expérimentations, notamment avec des prestataires, des plateformes. Alors on va y venir, ouais voilà. Après ça. Ou des associations de copropriétaires qui apportent un accompagnement, un soutien. Mais bon, au final, ça reste du syndic bénévole, et syndic bénévole, c'est pas facile. Et souvent, ce qu'on constate, mais c'est pareil, c'est historique, le syndic bénévole, c'est souvent une personne, le retraité, une personne volontaire, une personne dévouée, et souvent, comme vous le dites, un retraité, qui s'en occupe pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans, parfois plus. Un jour, il en a marre, et ce qui est normal. Il arrête, ou alors il déménage, il change, il vend son appartement, il s'achète une maison là-dessus. Bref, il arrête, et bien souvent, personne ne prend la suite. Et à ce moment-là, ils reviennent à un syndic professionnel. Là, l'année dernière, j'ai encore rentré 2 immeubles, 2 mandats. C'était des syndics bénévoles qui arrêtaient. Et personne, ils se sont consultés entre eux. Le syndic bénévole a prévenu ses voisins, a dit moi l'année prochaine j'arrête. Est-ce que quelqu'un voudra prendre ma place, la suite? Personne n'a levé la main. Et ça s'est passé très sainement, très sereinement. Et ils ont dit ok, je comprends, donc on va faire appel à un syndic professionnel. Et ils ont fait un appel d'offres, ils ont rencontré plusieurs syndics professionnels et ça s'est très bien passé. Donc que vous ayez un accompagnement d'un prestataire, que ce soit une société, une association, une start-up, quelle que soit sa communication, son degré de prestation, le développement de sa prestation, ça reste du syndic bénévole. Voilà, avec toutes ces lourdeurs, et notamment des lourdeurs humaines, parce que le syndic, il fait le concierge, le syndic bénévole, il fait le concierge, il fait la police, il fait le juge de paix, il fait le médiateur dans les querelles, tout ce qu'on fait, nous, oui, mais à distance. Mais sauf qu'il est là, on doit parfois sonner à sa porte à 2h du matin. Voilà, sauf qu'il est là. Et ça, n'importe quelle association ou n'importe quel prestataire ne sera jamais capable de l'aider à faire ça. Voilà. Et ce qui représente quand même une grosse part, peut-être pas sur le plan à la fois sur en termes de temps passé, mais surtout aussi en termes de poids psychologique. Et ça, personne ne pourra le faire, ne pourra l'aider en tout cas à remplir cette mission-là. Donc le syndic bénévole existera toujours, il a toujours existé, il existera toujours, mais il ne pourra jamais se déployer outre mesure. Ouais. Alors, on en vient à ces services en ligne
qui montent en puissance. Je sais pas ce qu'ils représentent, hein, mais en tout cas qui essaient de faire parler d'eux depuis seulement quelques années. Le phénomène est relativement récent. Vous en pensez quoi de ces services en ligne? Et puis déjà, avant de me dire ce que vous en pensez, comment on peut les caractériser aujourd'hui? Ces services en ligne, c'est le phénomène plus global de l'ubérisation, du faites-le vous-même. Beaucoup d'activités, en définitive. Voilà, dans beaucoup d'activités, le faites-le vous-même avec nos outils en ligne. Et c'est pas que dans la copropriété. C'est un phénomène logique, voilà, qui est bien, enfin, ce qui est dans le sens de l'histoire économique, mais qui évidemment a ses limites. Or, ces limites, elles ne sont pas perçues tout de suite, puisque bien évidemment, ces nouveaux acteurs mettent le paquet sur la communication à grands coups de millions levés auprès d'investisseurs qui s'en foutent royalement des copropriétaires. C'est le modèle start-up. On lève des millions, on fait une com, un battage pas possible, et on verra bien ce qui se passe après. Évidemment, c'est pas viable. Et évidemment, ça ne peut pas marcher sur le long terme. Donc à court terme, bien sûr, ça marche, ça fonctionne, c'est l'effet nouveauté. Ils surfent également aussi, bien sûr, sur la mauvaise réputation des syndics. C'est leur argument commercial numéro 1. C'est-à-dire, au lieu de parler de nos qualités intrinsèques, on va d'abord, et quasiment exclusivement, critiquer les autres, taper sur les autres, baver sur les autres. Jouer sur leur mécontentement et leur dire, regardez, avec nous, vous n'aurez plus de problème. Ce qui est évidemment une promesse. Donc, j'en pense évidemment pas du bien. On commence à constater des copropriétaires qui sont partis un peu tout feu tout flamme en mode autogestion. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs savaient pas vraiment que c'était de l'autogestion. On commence à voir des gens qui reviennent. Oui, parce que les gens s'imaginent que le syndic en ligne va reprendre une grande partie de la fonction qui était exercée par un syndic traditionnel. Est-ce qu'il n'y a pas mal d'onnes, en fait, sur ce sujet-là? Alors, faut bien distinguer, faut pas tout mélanger. Il y a syndic en ligne et il y a prestataire pour syndic bénévole. C'est pas la même chose. On est d'accord, ouais. Le syndic en ligne, c'est un modèle qui existe depuis 2014, enfin les années 2010, qui a été créé par des groupes syndics traditionnels. Syndic One, c'est Sergic. Ce sont des vrais syndics dans le sens où ils ont la carte professionnelle. Délivrée par la chambre de commerce, auparavant qui était délivrée par la préfecture, et qui est obligatoire au titre de la loi Hoguet qui réglemente les professions immobilières. Donc, ce sont des vrais syndics. Ils ont la carte, dans le sens où ils ont la carte professionnelle. Après, ce sont des syndics en ligne, parce qu'ils proposent un service un peu low cost pour le public visé, la clientèle visée, c'est plutôt des micro-copropriétés qui n'ont plus trop les moyens de se payer un syndic physique, parce que les syndics physiques ont augmenté leur prix au regard de toutes les nouvelles obligations que nous impose le législateur et autres réglementations. Et même les copropriétaires eux-mêmes, la disparition des gardiens et autres, voilà, il y a tout un tas de choses qui font que les syndics aujourd'hui sont plus chers. Donc les micro-copropriétés qui ne peuvent pas se payer un syndic physique, c'est le traditionnel, vont se tourner vers cette solution un peu en ligne, un syndic en ligne, mais le syndic reste le professionnel. C'est pas du syndic bénévole, ça reste le professionnel. C'est lui qui est responsable civilement et pénalement de ses actions. C'est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires, et les copropriétaires restent des copropriétaires, chacun à sa place. Faut pas confondre donc syndic en ligne avec une start-up prestataire qui ne sont pas syndics, qui ne disent pas vraiment d'ailleurs ce qu'elles sont. Oui, c'est là où il y a ambiguïté en fait. Et surtout qui ne disent pas que le syndic responsable légalement, civilement, pénalement sera le client. Et donc le syndic bénévole. C'est-à-dire le copropriétaire. Oui, c'est-à-dire le syndic bénévole. Et ça, elles ne le disent pas.
elle laisse planer le doute sur qui fait quoi. Et clairement, il y a tromperie. Enfin, nous considérons qu'il y a tromperie. Et c'est pour ça que les chambres syndicales, ainsi que la NGC, nous avons assigné cette société, donc Matera pour la citer. Les procédures sont en cours, on verra bien ce que dit le juge. Pour l'instant, ce ne sont que des prétentions de notre part. Donc on a attaqué pour activité commerciale, pratique commerciale trompeuse, activité exercice illégal de la profession de syndic, parce que non seulement on considère qu'il y a pratique commerciale trompeuse dans le sens où ils ne disent pas clairement dans leur support de communication que le syndic, que c'est le client qui est syndic responsable légalement. Mais en plus de ça, ils font un accompagnement tellement développé en termes de comptabilité, en termes de conseils, en termes de préparation de documents ou même d'envoi de documents. En fait, ils font tout sauf qu'ils signent rien. Oui, on considère... Ce sont des gens qui ne respectent pas la loi Hoguet. En fait. Alors, nous considérons qu'ils ne la respectent pas, puisque la loi Hoguet dit clairement dans son article 1er, ce qui est son champ d'application, à qui s'applique cette loi. La loi Hoguet dit clairement toute personne, donc physique ou morale, qui se livre, donc qui se livre, c'est-à-dire qui fait directement, ou qui prête son concours, même de façon accessoire aux actes, et puis après les actes sont listés. Prêter son concours même à titre accessoire. C'est-à-dire que le champ d'application de la loi Hoguet est hyper large. Oui, ce qui implique que celui qui prête son concours devrait être logiquement titulaire de la carte. Exactement. Et ce que ne sont pas, c'est... Sans pour autant qu'il en devienne syndic. Le modèle en lui-même du syndicat coopératif existe depuis la loi depuis 65. Le modèle, il n'y a pas de problème sur le modèle, on conteste pas le modèle du syndicat coopératif. Par contre, celui qui apporte un soutien des conseils juridiques, de la comptabilité, ne peut pas se présenter comme un simple prestataire. Il doit se présenter comme un professionnel de l'immobilier et à ce titre être titulaire de la loi Hoguet et de toutes les obligations qui en découlent. Donc, si je vous entends bien, vous faites un tri, en définitive, au sein de toutes ces activités qui se sont développées, et ce qui est une manière de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Disons qu'il faut être juste, il faut être précis quand on parle de quelque chose, qu'on s'empare d'un sujet et qu'on communique dessus, il faut être très précis sur la question de quoi on parle. La première erreur dans ce genre de débat, c'est de se tromper d'emblée sur les étiquettes. Donc il ne faut surtout pas confondre un syndic en ligne titulaire de la carte d'un prestataire pour syndic bénévole qui n'est pas titulaire de la carte, mais qui pour autant prête son concours, même de façon accessoire, et en tout cas de façon habituelle, puisque c'est des abonnements annuels, à un syndic bénévole. Alors, est-ce que le copropriétaire est armé pour avoir assez de vigilance pour assurer cette sélection et tout ce que vous venez de décrire là si le prestataire en question arrive avec une communication ultra élaborée à coups de millions et que dans cette communication il ne dit pas, comme je le disais, je me répète, qu'il ne dit pas clairement les responsabilités supportées par le syndic bénévole, c'est-à-dire le client. Déjà, il ne parle même pas de syndic bénévole. Il dit syndic coopératif avec Matera. Bon, du coup, on ne sait pas qui est le syndic. Est-ce que c'est Matera? Est-ce que c'est le client? Bon, c'est pas clair, c'est confus. C'est pas moi qui le dis. Enfin, je suis pas le seul à le dire. Les associations de défense des consommateurs que sont l'ARC et la CLCV le disent aussi. Elles tiennent le même discours, que la communication manque de clarté. Oui, donc si la communication manque de clarté, ça veut dire qu'on trompe la personne visée. Oui, le devoir d'information est défaillant de sa part. Oui.
Alors, est-ce qu'il représente une part de marché importante aujourd'hui? Non, c'est la marge. Non, c'est la marge. Bon, c'est de la marge, oui. Ils présentent leur nombre leur volume de clientèle, mais enfin bon, c'est des chiffres qui veulent bien nous donner, mais c'est invérifiable. Donc, comme c'est pas vérifiable, tout ça c'est de la com, c'est un peu bidon, quoi. Donc, c'est difficile à quantifier. Ce qui est sûr, c'est que ça reste encore très marginal. Hein. Bien. Eh ben, écoutez, Gilles, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que je crois que je vous ai appelé sur votre lieu de travail, me semble-t-il, déjà. Et puis, on a, je pense, fait le tour de la question. Alors, moi, je vais inviter ceux qui nous écoutent je pense que vous serez d'accord, à vous suivre sur LinkedIn. C'est comme ça, moi, que j'ai fait votre connaissance parce que j'apprécie votre sens, vous communiquez sans langue de bois, comme vous l'avez fait ici, en toute franchise, avec un sens de l'humour qui est assez affirmé. Enfin, c'est très plaisant en fait de vous suivre quand on veut un petit peu en savoir davantage sur le fonctionnement des syndics aujourd'hui. Voilà. Donc Gilles Frémont sur LinkedIn, à mon avis, c'est un compte à suivre avec beaucoup d'attention. J'essaye de parler, merci pour ces compliments. Effectivement, je parle du métier sans langue de bois, enfin en franc-parler. Les gens aujourd'hui en ont un petit peu marre de ces communications surfaites et très élaborées des services marketing. C'est un peu comme les discours des politiciens. Ils en ont marre et c'est pour ça qu'ils font plus confiance aussi. C'est parce qu'on leur parle pas vrai. Ils ont l'impression qu'on les prend pour des pigeons, pour des moutons. Faut parler vrai, faut parler juste. Des coups de gueule, des coups de cœur. Voilà, c'est une communication qui est appréciée. Il faut toujours être sincère, en tout cas dans ce qu'on dit, et bien le dire, parce qu'il faut aussi bien s'exprimer, proposer, quel que soit ce qu'on propose, faut toujours proposer de la qualité. Et puis surtout, ces communications, je les fais depuis presque 5 ans maintenant, surtout pour faire découvrir le métier de syndic ou le faire redécouvrir autrement, briser un petit peu la glace et montrer que les syndics, c'est des gestionnaires, des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui prennent leur train, qui vont à leur bureau, qui ont des collègues et qui s'entendent très bien avec leurs copropriétaires, leur président de conseil syndicaux, leur présidente de conseil syndicaux, et que toute l'image qu'une certaine presse ou certaines associations veulent en faire est biaisée, erronée, exagérée, caricaturée. Voilà. Et effectivement, ça plaît. Et j'espère surtout que ça permet à d'autres professionnels comme moi, d'autres personnes, d'imiter un petit peu et à leur tour de parler de leur métier en toute franchise, en toute transparence, pour changer un petit peu cette image qui nous colle depuis des décennies, depuis 50 ans, quoi. Oui. Voilà, donc la mission est remplie. Je vous remercie encore une fois, Gilles. Et merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.
Merci de m'avoir écouté.